c'est le moment de faire le point sur les actualités. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé ce matin au lancement des activités du corps de la garde communale et de la police verte. L'objectif est d'assurer la sécurité et la propreté de la ville. Comme il est de coutume à l'Institut supérieur des arts de Guinée, chaque année, les nouveaux étudiants sont accueillis par les encadreurs et les anciens étudiants. Et puis environnement, 40 millions de dollars pour protéger l'écosystème. Ce projet intégré est financé par le Fonds de l'environnement. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. L'actualité dans la sous-région reste dominée par la crise politique en Gambie. Pour parer au plus pressé à cette situation, le chef de l'État est arrivé ce matin à Abuja. Il a assisté à une réunion sur la santé politique de ce pays frère, Sanusi Keita. Abuja, la capitale politique nigériane, accueille les dirigeants de la CEDEAO pour une réunion d'urgence. Réunion axée sur la situation politique en Gambie. Le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, arrive ce vendredi 16 décembre 2016 à l'aéroport international d'Abuja pour prendre part à ces assises. Des assises qui ouvriront leurs portes ce samedi 17 décembre 2016. L'objectif étant de trouver très rapidement une issue favorable à la crise politique. Ici, à la grande mosquée d'Abuja, les présidents Professeur Alpha Condé et Muhammadu Buhari sont présents. C'est ici que les deux dirigeants se sont acquittés de leurs obligations religieuses de ce vendredi 16 décembre 2016. Plusieurs fidèles musulmans étaient là également pour grossir les rangs de cette prière. Juste avant son départ pour Abuja, le chef de l'État a reçu en audience le président du comité international consultatif pour discuter de la gestion des produits halieutiques et la valorisation de ce secteur de l'économie nationale. Abdulkarim Kondé, reportage. Professeur Peter Egen séjourne en Guinée dans le cadre du lancement du projet FITI international. Cette organisation a pour objectif de transférer l'expérience et améliorer l'exploitation des produits halieutiques guinéens. Futur International a pour ambition d'accélérer les actions dans l'intérêt supérieur des pays membres. Nous sommes ici pour assister les peuples guinéens d'améliorer la gestion de sa richesse de pêche. On a créé ensemble une organisation qui s'appelle FITI, Fisheries Transparency Initiative. Et c'est une organisation globale qui veut développer un système de transparence et de participation pour améliorer la gouvernance pour la pêche. Et nous avons 5 pays qui sont part de ce travail à ce moment-là. On espère bien qu'on va avoir peut-être 30, 40, 50 pays dans le futur. Et c'est important d'accélérer le travail qu'on fait ensemble parce qu'en avril, prochaine année, on va lancer cette organisation. Et on veut bien que la Guinée peut être un des 5 pays pilotes qui ont créé cette organisation. La présence de FITI International en Guinée est l'un des fruits du retrait de la Guinée de la liste des pays tiers non coopérants avec l'Union européenne. Notre discussion était autour des attentes de la FITI pour la Guinée et de ce que nous devons faire comme obligation. Comme vous le savez, depuis le retrait de la Guinée sur la liste de l'Union européenne comme pays tiers non coopérant, le monde est ouvert à la Guinée. C'est à nous de démontrer que l'élan qui vient d'être emprunté dans le cadre de la bonne gouvernance va se poursuivre. Et le projet FITI s'inscrit dans cette logique-là. Donc il était tout à fait approprié qu'on se rende aujourd'hui auprès du président de la République pour l'informer des démarches que nous avons déjà accomplies et de ce qu'il reste à faire.
et de recevoir les consignes et les instructions du président de la République, parce qu'après tout, c'est sa volonté que nous essayons de traduire dans les faits. Voilà ce qui nous a motivés ce soir et c'est ce qui justifie l'audience qu'il a bien voulu nous accorder. Le FITI international comprend 5 pays, la Guinée, l'Indonésie, les Seychelles, le Sénégal et la Mauritanie. Et puis la ville de Conakry se dote d'une garde municipale et de la police verte. Ces corps ont pour mission le renforcement de la sécurité et la propreté de la capitale. Cette activité du gouvernorat de la ville de Conakry a été lancée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Adi Kamara nous suit ce reportage. Conakry, ville propre et sécurisée, voilà le credo des autorités du gouvernorat de la ville de Conakry. Ici, c'est la démonstration du corps de la garde communale et de la police verte. 500 motos et accessoires sont déjà disponibles pour des opérations visant à rendre notre capitale propre, attrayante et débarrassée des encombrants physiques. Il y a eu des actions de déguerpissement, d'assainissement, de curage de caniveaux, de relance de la coopération décentralisée, d'équipement et de formation. Pour viabiliser et sécuriser les lieux de guerpie, les projets de construction d'infrastructures sociales, d'aménagement, d'espaces verts, de parking public et de marché pour les femmes ont été immédiatement mis en œuvre. C'est dans le souci de préserver ces acquis que nous avons trouvé opportun de relancer les activités du corps de la garde communale, dont quelques agents subsistaient encore au gouvernement de la ville de Conakry. Ces effectifs ici présents sont compris d'agents recrutés depuis les années 90 et de jeunes disposés à contribuer à la lutte contre l'insalubrité, la préservation des espaces publics contre les occupations anarchiques. Une autre mission assignée à cette brigade communale est celle de veiller à la pérennité des espaces aménagés par le gouvernement de la ville de Conakry et d'autres lieux déjà déguerpis le long des artères principales. Je veux les exhorter à assumer cette mission avec responsabilité, avec probité, avec droiture, qu'ils comprennent que cette mission est une mission de la plus haute importance. Ils ont été choisis parmi de nombreux autres postulants pour exercer cette mission que le gouvernement leur confie au profit des citoyens, au profit de la République. Je les exhorte donc à prendre toutes leurs responsabilités dans un esprit républicain pour assumer cette mission et surtout aussi veiller aux équipements qui sont mis à leur disposition et qui, j'espère, seront renforcés progressivement au fur et à mesure du développement de cette mission. Ces jeunes déjà recrutés seront encadrés et formés. Dans l'actualité également, il s'est tenu à Conakry de la deuxième session du comité de pilotage de la réforme du secteur de la justice. Il s'agit de faire l'examen du rapport financier du processus et celui des activités. Le programme de réforme a été évalué au cours de la rencontre en vue de réussir le pari d'une justice responsable en Guinée. Tcherno Younoussaba, reportage. S'articule autour de 4 priorités, notamment l'accès à la justice et la lutte contre l'impunité. L'exercice est mené depuis 2 ans. Les résultats déjà obtenus rassurent les acteurs. Le bilan semble améliorer les services de la justice dans les juridictions. Avec ces présentes assises, les magistrats et autres examinent le rapport d'activité et évaluent le processus de réforme. Le renforcement des capacités de l'institution judiciaire se trouve donc être une condition sine qua non de l'émergence, de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie, sans lesquelles aucune forme de développement ne peut être envisagée. Ce deuxième comité de pilotage est un espace d'examen pour ressortir les avancées, insuffisances et défis à relever en vue d'une justice plus accessible et respectueuse des principes fondamentaux. Un programme que l'Union européenne accompagne depuis quelques années. Il faut qu'il y ait une justice qui fonctionne pour que toute personne ou structure qui se sent spoliée puisse aller en justice et que justice soit rendue. C'est important aussi pour la Guinée comme État qui veut émerger, qui veut réellement accélérer son développement. Pour cela, il faut que la justice fonctionne, qu'elle soit juste, équitable, indépendante et qu'elle porte une garantie
à tous ceux qui évoluent en Guinée. C'est de voir un peu ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et pour réaffirmer surtout l'objectif, pourquoi il y a eu le parjure, pourquoi il y a eu ce programme de réforme du secteur de la justice que l'Union européenne s'est engagée à financer et qui est actuellement en cours depuis bientôt 2 ans. Donc c'est très important. Les autorités judiciaires, à travers ses partenaires, tentent de faire asseoir les bases d'une justice forte, devant améliorer le climat de confiance entre les juges et les citoyens. Une nouvelle vague de volontaires pour appuyer les collectivités locales. L'opération est pilotée par l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Au total, 50 jeunes ont été affectés dans les différentes localités du pays. Bernard Tanguino. Dans la ville de Dabola, les volontaires nationaux se retrouvent après 6 mois d'activité de terrain. La rencontre porte sur le bilan des activités réalisées et la capitalisation des acquis. Le rapport général atteste que plus de 80% des prévisions ont été atteintes. Autorités locales et bailleurs de fonds sont satisfaits de la contribution des volontaires dans le développement des communautés. Nous trouvons que nos volontaires s'intègrent très bien avec la population et notre souhait, c'est qu'avec l'élan qu'ils ont commencé, qu'ils continuent avec le même élan, satisfaire les communautés à la base. Le PNUD accompagne depuis 2010 le programme national volontariat jeunesse. Alors, si le PNUD a continué jusque maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes apportent un plus à ces communautés. 50 collectivités de différentes régions du pays ont bénéficié de l'appui des volontaires dans plusieurs domaines. Les services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé communautaire, l'état civil, l'environnement et la consolidation de la paix. Le résultat positif de l'apport des volontaires a valu le renouvellement de leur contrat pour une nouvelle mission de 6 mois. Je suis très contente pour renouveler notre contrat et je m'engage encore pour servir d'autres, de nouveaux encore. Et la communauté pendant les 6 autres mois. Ce volontariat m'a permis aujourd'hui bien sûr d'augmenter quand même mon expérience professionnelle et aussi mon intégration sociale au sein de certaines communautés qui m'étaient un peu inconnues. Déployée par l'Agence nationale de volontariat jeunesse, cette 4e vague de volontaires devra poursuivre son implication auprès des communautés. Pour consolider un climat des affaires favorable entre le public et le privé, des administrateurs et opérateurs privés exposent leur point de vue avant de partager leur potentialité, ceci pour propulser la croissance et créer de l'emploi. Mohamed Seyassouma. Les panels sur le dialogue public-privé. Au menu des travaux, les infrastructures d'accueil des investissements privés et l'accès au financement. Les routes et l'énergie dominent largement les débats, à un moment où la Guinée fait face à une énorme nécessité dans les 2 secteurs. Les marchés qui en découlent profitent en bonne partie aux sociétés étrangères. La stratégie désormais est d'encourager les PME locales, surtout dans la mobilisation des fonds. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le banquier n'accorde le crédit qu'à son client. Pour les professions libérales ou les petites et moyennes entreprises ou les grandes entreprises, cette entrée en relation amène au fil du temps à une meilleure connaissance du client. Le déficit d'infrastructures et de financement désavantage le privé guinéen dans la compétitivité des entreprises et des produits. Autre sujet en discussion entre les panélistes. Le secteur privé, en ce qui concerne la pêche, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà, parce que la Guinée est sortie de la liste des pays non coopérants. Cela va leur permettre vraiment de travailler avec des opérateurs d'autres pays, d'envoyer des produits sur les marchés. Tout cela va permettre au secteur privé de la pêche d'aller de l'avant et de faire des investissements. Les gens commencent à comprendre davantage les missions dévolues aux différents services de l'État, des différents ministères. Là, c'est le premier point. Le deuxième, aussi de l'autre côté des services de l'État, ils comprennent aussi les difficultés et les contraintes que le secteur privé rencontre dans le cadre justement de la synergie entre le public et le privé. Ces panels vont servir de tremplin à l'amélioration du climat des affaires
Le 8e thème aborde le dialogue public-privé comme une approche de gouvernance pour le développement durable. La Guinée vient de valider la stratégie nationale de la propriété intellectuelle. Elle permettra d'harmoniser les efforts et permettre d'obtenir des meilleurs résultats en offrant des services de qualité supérieure, toute chose qui freinera la production de la contrefaçon. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Avec la mondialisation, les questions de propriété intellectuelle reviennent de plus en plus au devant de la scène avec les problèmes de piratage d'œuvres dans tous les domaines. La Guinée renforce ses mécanismes de protection avec la validation à Conakry de sa stratégie nationale de propriété intellectuelle. Une stratégie qui va aider à la protection des résultats de recherche et les produits du terroir. L'objectif visé à terme, c'est d'intégrer la propriété intellectuelle dans les politiques sectorielles de propriété intellectuelle. Comme vous le savez, la propriété intellectuelle a pour objet la protection des brevets d'invention, des marques de commerce, des dessins ou des industries et artisanales, la protection des indications géographiques de l'agriculture, la protection des nouvelles variétés végétales et surtout la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Et ensuite valoriser les savoirs traditionnels et protéger la biodiversité et les ressources génétiques au niveau du ministère de l'Environnement. Au niveau mondial, une organisation est chargée de promouvoir la propriété intellectuelle. Regroupant plus de 180 États, l'OMPI assiste la Guinée dans l'élaboration de sa stratégie nationale depuis 2015. Le monde évolue, mais à travers l'économie des savoirs. Et la propriété intellectuelle, justement, c'est une propriété de savoir. Le monde de savoir, vous savez, porte sur les innovations, les avancées technologiques. Donc aujourd'hui, l'économie est reposée sur l'économie des savoirs. Sous la coupe du ministère de l'Industrie, du secteur privé et des PME, c'est le service national de la propriété industrielle qui s'occupe de ce secteur. Avec la nouvelle stratégie qui vient d'être validée, le gouvernement peut espérer réussir le pari de développer un concept peu connu en Guinée. Ce document va permettre non seulement aux universités, aux chercheurs, aux petites et moyennes entreprises et à tous les utilisateurs de s'approprier le concept de propriété intellectuelle parce qu'encore une fois aujourd'hui, nous sommes dans un monde en perpétuel développement et le paramètre de la propriété intellectuelle intervient partout. 2 experts internationaux ont travaillé sur ce projet aux côtés des Guinéens. L'un d'eux est Boussou Loukou, le nouveau directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, organisation à laquelle la Guinée est l'un des 17 États membres. Dans la région de Kankan, les sous-préfectures de Doko et de Norosoba bénéficient de nombreuses infrastructures socio-communautaires. C'est dans le cadre d'un programme du système des Nations Unies. Une mission conjointe gouvernement et partenaires des Nations Unies s'est rendue dans ces localités pour voir et apprécier la gestion des ouvrages réalisés en faveur des populations. La lutte contre les effets négatifs du changement climatique, le Fonds de l'environnement mondial vient de financer un projet dans ce sens en Guinée. Il est intitulé Projet intégré de gestion des ressources naturelles, 40 millions de dollars pour minimiser l'impact négatif de notre quotidien sur l'environnement. Mamadou Alpha Baldé. À venir, il fera partie des plus importants projets environnementaux en Guinée. Ici, des cadres du département de l'environnement discutent avec leurs partenaires du PNUD et du Fonds pour l'environnement mondial sur certains contours du projet. Il va toucher les régions de la Haute et Moyenne Guinée, ses domaines d'intervention, la protection de la biodiversité, des forêts, ainsi que la maîtrise de la dégradation des terres. Donc le projet a 4 composantes. Les 4 composantes, la première composante, c'est l'aspect institutionnel. Parce que dans cette zone-là, on parle de créer un nouveau parc, une nouvelle aire protégée. Cela existe depuis des années, donc sur le papier, mais cela n'a jamais été effectif. Et donc la deuxième composante, c'est aussi maintenant la gestion de ce parc. Parce que quand le parc est créé, il faudra maintenant qu'il soit géré. Donc pour la gestion de ce parc-là, c'est tout ce qui est la diversité biologique et c'est tout ce qui est l'écotourisme. Parce que le parc, une fois qu'il est créé, il faut des ressources. La troisième, maintenant, c'est gérer l'interface
entre les communautés qui vivent autour de cette aire protégée et le parc, parce que les communautés, ce sont eux les premiers concernés. Le coût du projet est estimé à plus de 40 millions de dollars américains. Avant l'obtention des fonds annoncés, il reste encore quelques détails techniques à régler côté guinéen. C'est qu'on a réuni ici les acteurs pour qu'ils donnent leur avis sur les PIF, peut-être faire des recommandations afin que le document ou la proposition de projet soit bien préparée, soit bien faite et qu'elle soit donc soumise à temps maintenant. Maintenant, le problème c'est de soumettre ça à temps parce qu'on est à mi-parcours du cycle. On a concentré cette activité dans la partie septentrionale de la Guinée et où il y a même des espèces qui sont menacées en créant des aires pour ces espèces. Le cycle dans lequel on bénéficie est de 4 ans. Donc la Guinée doit décaisser cet argent pour ce projet au plus tard en 2018. Aujourd'hui, le changement climatique touche plusieurs localités du pays. La mise en œuvre de ce projet de gestion intégrée des ressources naturelles permettra de mieux contrer le phénomène et éviter un désastre écologique les années à venir. Ouf de soulagement pour les structures hospitalières du pays. Après 2 ans d'arrêt de leurs subventions pour cause de la maladie à virus Ebola, ces structures viennent de bénéficier de leurs subventions pour une meilleure prise en charge des malades sur rue de Guerra. Après 2 années de blocus pour cause de la maladie à virus Ebola, la subvention accordée à l'ensemble des structures sanitaires du pays est finalement débloquée en 2016. Elle va essentiellement servir à exécuter le projet des nouvelles urgences hospitalières. Un projet qui constitue l'une des 5 priorités pour la relance du système de santé post-Ebola. Suite au constat que le chef de l'État, le président de la République lui-même a fait sur l'état de nos structures sanitaires, et il a donc insisté que sur notre lettre de mission, il y a un objectif spécifique sur l'offre de soins de qualité aux populations de la République de Guinée. Et pour nous, cela s'est traduit sur le choix de la redéfinition et du renforcement de la qualité des services au niveau de nos services des urgences. La mise en œuvre de ce projet est confiée à la pharmacie centrale de Guinée, PCG. Elle est chargée de rendre disponibles les médicaments et tous les intrants nécessaires dans les différentes structures sanitaires. Aujourd'hui, cette disponibilité est devenue une réalité sur le terrain. Aujourd'hui, j'ose le dire, tous les hôpitaux de Guinée, préfectoraux et régionaux, vont recevoir les kits d'urgence dans le cadre de la gestion des urgences. Et cette disponibilisation de ces kits permet également d'améliorer la disponibilité. Deuxième mesure, les partenaires et le gouvernement se sont engagés à accompagner la pharmacie centrale de Guinée pour la mise à disposition d'un certain nombre de médicaments et pour améliorer toujours cette disponibilité de médicaments essentiels et génériques. Pour une exécution correcte de ce programme, les dépôts régionaux de la PCG sont mis à contribution. Chaque dépôt est chargé de desservir les différentes préfectures de son rayon de couverture dans les délais requis. La PCG s'est engagée à confectionner les kits pour mettre à la disposition de la population et au niveau des hôpitaux pour que vraiment les besoins sanitaires dans les situations d'urgence soient vraiment remédiés. Le retour de la subvention est ressenti comme un grand soulagement pour l'ensemble des responsables des structures hospitalières. Par ailleurs, chaque structure sera évaluée tous les 6 mois sur le cadre d'utilisation des fonds destinés à la matérialisation de ce projet ambitieux. Les jeunesses sont souvent exposées au risque de transmission au VIH-Sida. Le seul moyen de les protéger reste le préservatif. Ce sont plus d'1 million de cet outil incontournable de la santé qui ont été donnés à la jeunesse par le Fonds des Nations Unies pour la population avec un appui du Comité national du Sida. Une clé de protection offerte à la jeunesse pour en faire la promotion en vue de vaincre la maladie. Abdou Aziz Baldé, Valérie Talimane. C'est un combat conjoint que mènent le ministère de la Jeunesse et le Fonds des Nations Unies pour la population dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est pourquoi l'UNFPA offre plus d'1 million de préservatifs masculins et féminins au Comité national de lutte contre le sida. L'objectif fixé, vaincre la maladie d'ici à l'horizon 2030. La stratégie, c'est quoi? C'est aller vers les femmes, aller vers les jeunes pour
qu'elles soient informées, que les femmes soient informées, que les jeunes soient informés pour la prévention du VIH. Avoir le niveau de connaissance élevé à travers les modes de prévention et utiliser les moyens de prévention pour ne pas avoir le VIH-Sida. Il y a eu assez d'efforts en matière de traitement. Dans le monde aujourd'hui, il y a plus de 18 millions de personnes qui sont sous traitement antirétroviraux. Et nous voulons aussi qu'il y ait moins de nouvelles infections, non seulement dans le monde, mais dans notre pays. Mais cet objectif ne peut être possible si nous n'intensifions pas les actions en faveur de la prévention. Plus de 50 organisations de jeunes s'engagent à s'impliquer dans la sensibilisation des populations sur l'impact de la pandémie. Les marchés, les ateliers de couture, les salons de coiffure et les universités sont entre autres points parcourus. Et les gens sont réceptifs, les gens même réclament au jour d'aujourd'hui les préservatifs à la fois féminin et masculin, donc ce qui veut dire que vraiment les choses se passent dans de très bonnes conditions et que le message que nous voulons passer, les gens le comprennent davantage. C'est important pour nous et pour les femmes, pour les hommes, vraiment c'est très bon pour nous. Pour cette année, le thème choisi est « Levons la main pour la prévention du VIH-Sida ». En Guinée, depuis 2012, le taux de prévalence est de 1,7%. À la même page, l'hôpital régional de Kankan vient de bénéficier d'un incinérateur. Il permettra désormais de brûler tous les déchets biomédicaux des structures de santé. Fodé Bangali, Fofana, reportage. De Kankan, c'est l'une des structures publiques assez fréquentées qui produisent énormément de déchets. Des déchets souvent très dangereux pour la santé. Ces déchets produits à l'hôpital étaient jusque-là brûlés à ciel ouvert dans une fosse creusée ici à l'intérieur de l'hôpital. Jusque-là, nos déchets étaient brûlés à ciel ouvert dans une fosse creusée à l'intérieur de l'hôpital. À partir de maintenant, ces déchets produits dans cet hôpital n'iront plus dans une fosse ou dans un dépotoir de la localité pour être brûlés à ciel ouvert, mais désormais dans cette cour construite à cet effet où se trouve installé un incinérateur de grande capacité très performant, un incinérateur de dernière génération. Ces infrastructures par-ci et équipements par-là sont offerts par le PNUD à cet hôpital régional et 6 autres centres de santé urbains de Kankan pour une bonne gestion de ces déchets biomédicaux. Je souhaite qu'en bénéficiant de cette aide, vous soyez désormais acteurs dans le système de gestion des déchets biomédicaux au sein de l'hôpital ainsi que dans les 6 centres de santé. Il s'agit d'une mesure incitative prise par le PNUD afin de lutter à la fois contre l'exposition des agents de soins face aux accidents et incidents lors des activités. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, 2 journées sont désormais consacrées à l'assainissement général de cet hôpital régional de Kankan suite à l'élaboration d'un plan d'action annuel. Le comité d'hygiène et de sécurité de l'hôpital mis en place est très actif, a inscrit dans son programme 2 journées au cours desquelles toutes les salles d'hospitalisation, les bureaux de consultation, des cabines sont nettoyés et aussi la cour. Et puis, une formation vient d'être organisée à l'intention des cadres de la CENI. L'action vise à renforcer les capacités des commissaires de cette institution dans le cadre des prochaines élections. Yaya Sila. C'est la toute première activité de formation des formateurs au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Elle vise à doter cette institution d'un pool de formateurs à leadership et gestion des conflits pour les acteurs électoraux lead. C'est un programme financé par l'Union européenne et exécuté par le Centre européen électoral Pacte 2. Cette formation va traiter essentiellement des grandes questions liées par rapport au leadership. Et vous savez que c'est évidemment très important, surtout quand on est une commission électorale nationale indépendante, de pouvoir remaîtriser ou en tout cas renforcer les notions et les connaissances sur la question du leadership. Et puis alors surtout aussi, le deuxième grand thème qui sera abordé, c'est évidemment la prévention des conflits. Le programme Leadership et prévention des conflits électoraux LEAD a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs électoraux en matière de leadership, d'accroître leur capital de confiance
et leur fournir les outils nécessaires à la prise de décision et à la gestion des conflits tout le long du cycle électoral. Cette session vient effectivement à point nommé. Nous espérons que cette session, la gestion des conflits, le leadership, va nous aider, nous outiller encore plus pour accomplir avec succès notre mission, à savoir organiser ces élections qui sont, comme vous le savez, une opération très complexe, des élections que nous, en tant que commission électorale, nous n'en avons pas l'expérience. La formation des formateurs de la Commission électorale nationale indépendante en leadership durera 7 jours. Devenue une tradition à l'Institut supérieur des arts de Guinée, chaque année, les nouveaux étudiants sont accueillis par les encadreurs et les anciens étudiants. Ceci pour une meilleure intégration de 600 nouveaux étudiants orientés à l'ISAC. Valérie Talimané nous en dit plus. L'Institut supérieur des arts de Guinée accueille ses nouveaux étudiants au compte de l'année universitaire 2016-2017. Fatoumata Yari Kamara est parmi les 600 étudiants que l'État a orientés ici pour apprendre pendant 5 ans des filières comme la musique, le cinéma, le théâtre, entre autres. Encadreurs, responsables administratifs et anciens étudiants se sont mobilisés pour leur accueil. On a bien commencé. S'il peut y avoir quelques améliorations, ça nous fera vraiment plaisir. Il y a plein de filières. Les étudiants qui viennent là ont le choix entre 20 et 15 filières qui ne concourent pas toutes à la pratique artistique. Au-delà du caractère festif qui caractérise la cérémonie, les encadreurs ont tenu au respect du règlement intérieur qui régisse l'école. L'ISAG, ce n'est pas seulement la musique ou la danse qu'on apprend. À l'ISAG, on apprend beaucoup d'autres métiers, des métiers porteurs, des métiers qui les préparent à l'autonomie. Devenue désormais une tradition depuis plusieurs années à l'ISAG, cette activité permet aux nouveaux étudiants d'entamer les cours dans les meilleures conditions, mais aussi de bénéficier de l'expérience des anciens étudiants de l'Institut. C'est bon. Prise de fonction dans les locaux de l'OGP des membres du conseil d'administration. Ce conseil va travailler aux côtés de la direction générale de l'OGP pour améliorer la gestion de la publicité en Guinée. Mamadou Salouba, compte rendu. Nommé par décret présidentiel il y a 2 semaines, les 10 membres du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité entrent en fonction. Leur mission, donner une orientation stratégique à l'institution en charge du secteur de la publicité en Guinée. Une très bonne chose que le conseil d'administration soit installé aujourd'hui et qu'il rentre en fonction pour aider la direction, n'est-ce pas, à surmonter les difficultés qui se posent aujourd'hui à l'Office guinéen de publicité. Le directeur général a énuméré certaines difficultés et j'espère qu'on va se voir pour voir comment trouver une solution heureuse à ces difficultés qui se posent aujourd'hui à l'Office guinéen de publicité. C'est une grande fierté que nous soyons choisis par le président de la République pour essayer d'accompagner la direction et le directeur régional dans la mise en œuvre des dispositions, n'est-ce pas, réglementaires dans le développement de la publicité en Guinée. La mise en place de ce conseil d'administration de l'OGP est une étape décisive dans la vie de l'institution. 30 ans après sa création, l'OGP est devenue une actrice de l'économie guinéenne. C'est pour nous une énorme satisfaction, un soulagement, un enthousiasme qui ne dit pas son nom, parce que le conseil d'administration que je félicite et salue la nomination ici des passages, n'est-ce pas, nous permettra de jouer la plénitude des attributions et des prérogatives qui nous sont accordées par les textes de loi, par toutes les dispositions légales à la matière. Avec la mise en place de ce conseil, l'OGP se fixe un nouveau défi, accroître sa part de contribution dans l'économie nationale. Aujourd'hui, l'institution dispose des antennes dans les 5 communes de Conakry et dans les 7 régions administratives du pays.
Atlas Guinée, en collaboration avec la société Aras Maxey, renforce la capacité des techniciens de l'EDG. La formation permettra aux participants de réussir le combat contre les délestages du courant électrique. Reportage Saint-Martin Fascinadono. Depuis quelque temps, l'électricité n'est plus un luxe dans la capitale guinéenne. Les artères principales sont éclairées. Malgré cette amélioration, des soucis se font sentir pour assurer la distribution équitable de ce produit énergétique. Un défi que le groupe Atlas Guinée-Sal compte relever avec son partenaire Aras Maxey, spécialisé en roulage, décollage, découpage des câbles et des tubes. Les techniciens ici présents connaissent très bien Aras Maxey parce qu'on a pas mal d'équipements aussi Aras Maxey comme les transformateurs en Guinée. Donc pourquoi ne pas travailler avec eux? Donc notre objectif, nous, Aras Maxey, c'est de pouvoir apporter aujourd'hui en Guinée des solutions concrètes qui vont permettre dans un premier temps d'optimiser la stratégie de maintenance des réseaux, notamment orientés transformateurs, donc pour permettre au réseau d'avoir moins de pertes, plus de rendement et moins de défauts sur les lignes de transport d'énergie. La CBG exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite par an. La compagnie a besoin d'expertise étrangère comme celle-ci pour aider ses cadres à se familiariser avec les nouvelles technologies industrielles. Mes attentes, c'est qu'aujourd'hui, à partir de là, comme je le disais aux gens de Maxey, c'est qu'à partir de là, je vais essayer d'améliorer les conditions de travail de mes collaborateurs et en même temps aussi améliorer le processus d'entretien des transfos, de la réparation des moteurs, etc. Les techniciens ici présents vont essayer d'approfondir leurs connaissances dans le cadre de la maintenance des équipements de transport. Et ça, c'est une bonne chose parce que le développement d'une entreprise passe obligatoirement par l'amélioration de la compétence des techniciens intervenant à ce niveau. Ces modules de formation ont permis aux techniciens des industries et ceux de EDG de comprendre comment résoudre les pannes électriques. Et pour finir cette édition, la 6e édition du prix de la bonne gouvernance vient d'être organisée à Conakry, une initiative de l'organisation COP Guinée qui entend promouvoir l'excellence. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a été distingué au cours de cette cérémonie. Compte rendu, Alga Semumba. C'est un prix qui vient saluer les efforts du chef de l'État, entre autres, pour ses résultats dans la réforme du secteur de défense et de sécurité. Le roi du Maroc est honoré avec le prix de la solidarité africaine pour son soutien à la Guinée lors de l'épidémie à virus Ebola. Le chef de l'État français également. La 6e édition du prix de la bonne gouvernance met aussi en avant 16 membres du gouvernement pour leur engagement dans le développement du pays et récompense des directeurs généraux. Le prix adressé à cette dernière catégorie est tout nouveau. C'est COP Guinée, la coalition des ONG guinéennes pour la promotion de l'excellence qui organise l'événement. La fin de 2 mois d'enquête. Nos outils qu'on utilise pour arriver à ces résultats sont des outils clairs, notamment le sondage, la prise en compte de l'avis des experts indépendants. Le prix de la bonne gouvernance est une manière de reconnaître le mérite et de stimuler l'émulation. Après ce journal, vous suivrez la déclaration du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sur l'évolution du dialogue politique en Guinée. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et passé de bons moments en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.